Le monde de l'influence est souvent critiqué, et pourtant il ne cesse de se développer. Mieux, il est peut-être même à l'aube d'une nouvelle révolution. Comme souvent, cette révolution est d'origine technologique. En effet, il est possible que les influenceurs de demain ne soient plus simplement de chair et d'os, mais également virtuels. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Simon. Salut Simon. Salut. Simon, tu es cofondateur de The Next Playground, un collectif qui est sur le Web3, sur la réalité virtuelle, augmentée, sur le métaverse, sur l'intelligence artificielle, sur l'influence virtuelle. Qu'est-ce que j'oublie, dis-moi? Non, on est bon. Ok, sur tous ces sujets en tout cas qui sont particulièrement d'actualité, qui sont assez riches, assez mouvants. On espère d'ailleurs que ce qu'on va dire aujourd'hui restera vrai encore un petit moment, parce qu'on sait bien que c'est tout l'enjeu de ces sujets. Peut-être pour commencer, puisqu'on va parler d'influence virtuelle, est-ce qu'on peut essayer de le cadrer un petit peu? C'est quoi pour toi un influenceur virtuel? En fait, l'influence virtuelle, c'est l'influence classique d'un être humain qui influence un public pour convaincre, pousser à l'achat, divertir, mais on y ajoute la dimension virtuelle. Donc en fait, c'est un personnage qui n'existe pas, en général en 3D, qui va utiliser des canaux de la réalité de notre monde réel, donc Instagram, Twitch, YouTube. Donc c'est vraiment se croiser entre le monde de la mascotte et le monde de l'influence. C'est l'influence virtuelle. Voilà. Okay. Donc on les retrouve pas finalement nécessairement sur le métavers ou sur ces choses plus lointaines. On les retrouve sur nos réseaux sociaux, qui sont sur Instagram. Est-ce que c'est très courant? Ça existe déjà, puisqu'on prend le sujet. C'est quoi un petit peu les grandes stars donc déjà aujourd'hui de l'influence virtuelle? Alors aujourd'hui, en leader, on va avoir Ludo Magalu au Brésil, qui est ultra puissante pour représenter sa marque, mais on a aussi Lil Miquela, qui est plus influenceuse lifestyle et qui a été créée de toutes pièces par une agence. Un que j'aime beaucoup aussi, c'est Sibi de Casas Bahia, qui est une sorte d'équivalent Ikea au Brésil. Et on voit bien la différence. Il y a influenceur agence, donc a été créé par une agence de toutes pièces, et de l'autre côté, plus un influenceur virtuel créé par une marque. C'est une mascotte augmentée en fait. Voilà, c'est les leaders. Il y a vraiment ces deux scénarios. Donc si on les reprend, donc Lil Miquela, c'est un produit d'agence. C'est bizarre de parler de produit. C'est un produit d'agence. Et en plus, ce qui est assez fou, c'est que tu viens de dire elle, tu vois. C'est vrai, oui. C'est automatique. C'est-à-dire que elle existe déjà dans la manière dont on en parle. Elle, c'est un personnage qui a un compte Instagram. Quand on a 1 million d'abonnés ou plus, on peut parler d'influence, en fait. Ouais, elle a été créée de toutes pièces par une agence. Elle a ses réseaux sociaux, on peut la retrouver. Ouais, sur TikTok, sur YouTube, sur Insta. Et sur YouTube, on va même trouver des clips à elle, parce qu'elle fait de la musique. Et là, c'est ce qui va être compliqué pour ceux qui nous écoutent, c'est de se dire... Elle fait de la musique, mais en fait, c'est un produit de toutes pièces fabriqué par une agence. Et elle existe en photo, en vidéo. En vidéo. Elle a ses petits moments confession où elle doit dire quelque chose qui lui est arrivé qui est pas cool. Ouais, elle fait des stories, elle célèbre les bons moments, elle fait des partenariats avec d'autres marques et avec d'autres influenceurs, qu'ils soient virtuels ou pas. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on voit l'avènement de ce croisement entre des célébrités réelles et des influenceurs virtuels, notamment avec Rosalia, pour un festival de musique où le personnage de Lil Miquela était sur un post avec Rosalia. Ouais. Ce qui est quand même assez dingue. Et c'est vrai que ça marque un petit peu, mais ça marche dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on voit Lil Miquela qui est humanoïde, mais on voit bien que c'est pas réaliste. Et à côté de Rosalia, et on sent, il y a deux stars qui collaborent, quoi, finalement, comme ils le feraient. Ça, c'est un peu le premier scénario qui existe. Tu le disais, celui d'un produit d'agence, au même titre qu'aujourd'hui, finalement, beaucoup d'influenceurs ont cette logique de, ils sont rattachés à des agences, quand même, même si ce sont des vrais individus. Et il y a l'autre qui, pour le coup, est peut-être plus nouveau, qui est plus proche, tu l'as dit, de l'égérie, de la mascotte, ouais, tout à fait. À la croisée de beaucoup de choses, qui est le cas de Ludo Magalu, peut-être si tu veux développer plus. Alors, celui-ci. Moi, celui que je préfère, vous pourrez aller regarder, c'est celui de Casas Bahia. C'est vraiment l'exemple. Qui est aussi au Brésil. Et en fait, c'est une mascotte qui a toujours été un petit garçon avec un sorte de chapeau de pirate, et qu'ils ont transformé en un petit garçon avec une casquette en mode 3D, et il est sur Instagram notamment, et c'est énormément de posts de contenu de la culture du web, et c'est assez fou parce que c'est une marque qui se rend compte que en fait chez l'équivalent Ikea, c'est les parents qui achètent mais qui ont leurs enfants avec eux le week-end, et donc l'influenceur virtuel, la cible au final, c'est les enfants. Et là c'est intéressant parce qu'il y a
il y a vraiment ce côté mascotte qui est déployé pour que cette marque orientée famille s'y retrouve. Donc, en fait, dans tous ces posts, il parle de jeux vidéo, de jeux de société, de fabriquer des choses, de loisirs créatifs. Et donc, la marque ont fabriqué de toutes pièces, en tout cas, ont transformé leur ancienne mascotte en influenceur virtuel. Et s'il fait 3,6 millions d'abonnés, je crois que c'est ça. Voilà. Donc, ça marche. C'est pas comme on pourrait le croire, juste un test comme là, on en voit beaucoup en plus sur l'IA, ou comme on a pu pas mal en voir sur le métavers, ce côté de juste une marque a lancé un projet presque plus pour l'effet d'annonce, pour ce que ça peut avoir en termes de relations presse. Non, là on est quand même sur des choses qui existent depuis plusieurs années, qui ont rencontré leur public aussi sur le temps long. C'est ça qui a l'air d'être quand même assez dingue. Ça a démarré quand, si on devait essayer de dater, ou en tout cas les étapes importantes du développement de l'influence virtuelle? Sur l'influence virtuelle, il va être hyper important de noter le moment où il y a de l'influence. Donc automatiquement, dès lors que l'influence se popularise, qu'on a Internet sur nos mobiles et que on a les réseaux sociaux avec énormément de contenu et que ça s'intensifie, le top ce serait d'aller voir au niveau du Japon, Hatsune Miku, est-ce que c'est avec un H, H-A-T-S-U-N-E, espace M-I-K-U. Joli. Moi, je l'avais noté, donc c'était plus facile. Mais Hatsune Miku. Et au final, c'est au Japon. Et c'est pas étonnant parce qu'il y a une culture là-bas du personnage fictif, de la fiction, qui est complètement différente de l'Europe ou du reste du monde. Est-ce que tu veux peut-être détailler donc du coup qui est Hatsune Miku? Ouais, Hatsune Miku, c'est une star de la pop. C'est devenu un personnage qui fait de la musique et qui remplit des salles de concert de fans qui viennent écouter une musique qui a été conçue en studio par des vrais artistes. Derrière, il y a après, ça dépend des projets, mais il y a toujours une dimension électronique dans les voix, dans la musique. Et ensuite, c'est une sorte d'hologramme qui est présenté dans les concerts et les gens vont voir les concerts. Et c'est des salles combles. Et ça s'est un peu exporté en Europe, mais l'expérience, elle est surtout au Japon. Et ça, c'était 2016, si je me trompe pas, c'est dans ces eaux-là. Et puis après, voilà, c'est venu plutôt aux US, où là, il y a des agences qui se sont pris de ce sujet-là, et au Brésil. Donc, il doit y avoir des caractéristiques socioculturelles qui... Voilà. Alors, écoute, ce que j'avais vu sur Ludo Magalu, donc autre influenceuse virtuelle brésilienne, rattachée à ce qui serait davantage le Amazon, je crois, brésilien, ils ont lancé ça très tôt parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas encore la logique de supermarché, donc les personnes étaient habituées à acheter à un vendeur, un individu, quoi. Ouais. Ils étaient amenés à acheter à des petites boutiques, ils savaient à qui ils achetaient individuellement, quoi. Ils n'étaient pas encore passés à cette logique d'hypermarché où tu achètes à une marque qui est à personne, quoi. Donc ils avaient besoin très vite de se dire, bon, bah, pour que les Brésiliens achètent en ligne, il va falloir qu'ils achètent à quelqu'un, faut que ce soit incarné. Et c'est quand même un pari de dingue parce que ça, je crois qu'ils l'ont fait, enfin, ils se sont rendus compte de ça dans les années 90, du coup, quoi. Donc c'est juste dingue donc ce serait l'une des raisons ils ont eu besoin de prendre ils étaient tellement en retard sur la partie grande distribution qu'ils ont eu besoin de prendre un temps d'avance qui justifierait ce truc-là. Complètement. Et aujourd'hui, les marques européennes ou américaines, quand ils utilisent des influenceurs virtuels, très souvent, c'est une preuve d'innovation folle. Tu vois, donc, c'est encore un peu la prouesse. Ouais, exactement. Mais j'imagine que ça tend à changer aussi. C'est-à-dire aussi parce que j'imagine que c'est plus facile à faire qu'hier quand même, des influenceurs virtuels. Je sais que c'est des choses que tu fais avec des étudiants aussi, d'ailleurs. Non, moi j'ai pas mal d'étudiants, notamment jusqu'au master, et c'est top quand on construit avec des étudiants en master en alternance qui sont dans des agences de com, qui ont tous les enjeux des annonceurs, qui voient exactement c'est quoi un enjeu de communication ou d'influence, et qu'on doit fabriquer un influenceur. Et donc c'est ce qu'on fait. On a une semaine, en général je leur demande de travailler avec une marque sur lesquelles ils ont déjà bossé sur un autre projet dans l'année. Comme ça leur permet d'avoir une maîtrise des enjeux. Et ensuite, on fabrique l'influenceur de A à Z. L'objectif, c'est que l'influenceur virtuel devienne l'égérie de la marque et soit la face visible digitale. Et on fait tout le processus. Et en général, c'est un document qui explique aux équipes de l'entreprise comment gérer le compte Instagram ou les différents réseaux. En fait, la partie éditoriale de cet influenceur, comment tu le gères, comment tu le mènes. Et les étudiants, en général, c'est une semaine qu'ils adorent. Et ça crée parfois des vocations, parce qu'ils se posent la question d'aller sur des sujets comme Twitch ou
peut-être de se re-questionner sur l'usage de TikTok d'une bonne manière. Au final, tu vois, ça amorce toujours chez eux une curiosité vers de l'ultra digital. Parce que là, en une semaine, jusqu'où vous pouvez aller, par exemple En une semaine, on prend en général 2-3 jours de conception de l'influenceur virtuel pour atteindre les objectifs de la marque. Et ensuite, en général, on prend 2 jours pour le fabriquer. Ok. Oui, c'est ça. Vous allez vraiment jusqu'à j'allais dire la matérialisation. Ce serait pas le bon mot, mais en tout cas jusqu'au design Exactement. du personnage en tant que tel. Ouais. Aujourd'hui, c'est faisable, ça. Tout à fait. Il y a des outils, des outils qui sont proches du cinéma d'animation et du jeu vidéo. Voilà, je vais citer Unreal. Il y a un outil qui s'appelle MetaHuman. Sur le site, ils disent qu'il faut demander l'accès anticipé, mais en fait, il suffit de s'inscrire et tu l'as direct. Et ça te permet de générer des personnages et de pouvoir les modifier un peu comme de la pâte à modeler. C'est vraiment un créateur de personnages en 3D qui est quasi photoréaliste et qui nous permet en photomontant des contenus, de générer un compte Instagram avec un influenceur virtuel de A à Z. Ouais. Pour avoir vu ça, c'est dingue le niveau de détail donc, que permet MetaHuman. Et puis globalement, puisque tu parlais d'Unreal Engine, toutes ces solutions, c'est assez fou à quel point jusqu'ici, il fallait quand même un niveau de technicité qui était absolument fou. Ça devient quand même relativement accessible, et en termes de prix, parce que c'est possible depuis un navigateur, et également en termes de technique, c'est quand même beaucoup plus simple qu'hier. Je pense que ça va sans doute beaucoup jouer. Ça m'a aussi beaucoup rappelé les Sims ou beaucoup d'autres jeux vidéo en réalité. On sent bien que le côté de on choisit la couleur des yeux, on choisit l'espacement des pommettes, enfin il y a un niveau de détail qui est fou, mais ça rappelle beaucoup en tout cas moi ce qu'est ma jeunesse, mais ce qu'est en réalité le quotidien aussi de plein d'autres gens, et pas que des jeunes d'ailleurs. Va quand même avoir une sorte de fracture générationnelle entre ceux qui auront déjà joué en effet et personnalisé des personnes dans les jeux, ou même ceux qui seront habitués peut-être à ce principe aussi de se reconnaître dans des personnages virtuels, et ceux, alors certes le jeu vidéo c'est pas arrivé la semaine dernière, mais qui n'auront pas connu ça. Tu penses que ça peut que les influenceurs virtuels vont pouvoir parler à tout le monde, ou quand même ça va parler aux plus jeunes? Il y a un vrai sujet de son identité digitale et du nombre de pratiques que tu as eu d'un point de vue digital et qui te permet d'être habitué à ces pratiques-là. Par exemple, parmi ceux qui nous écoutent, et tu vois, on en avait parlé un petit peu, on a déjà eu des pseudonymes, nous, peut-être sur Internet, des surnoms, parce qu'en fait, il faut créer un compte, il y a un compte Instagram, un compte Twitter. Et moi, j'ai jamais trop eu de surnom dans la vraie vie, tu vois. Il est pas trop tard, si tu vois, on va travailler là-dessus. J'ai eu plus des surnoms parce que j'avais un personnage qui avait un nom particulier, mon compte Instagram, il avait un nom particulier, donc ça m'arrive d'avoir des gens avec qui j'ai des interactions qui m'appellent par ce nom-là. Donc en fait, cette identité digitale, j'y suis habitué. Donc quand je vois un personnage qui est créé de toutes pièces, au final, c'est pas si choquant que ça. Je suis habitué à comprendre ces codes du personnage de fiction pour avoir rencontré des personnages dans des jeux. Il y a certains jeux vidéo auxquels j'ai joué où vraiment c'est une rencontre avec des personnages de fiction. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir joué énormément à des jeux en mode pro. Si je cite Animal Crossing, par exemple, il y a eu une grosse vague pendant le confinement de Animal Crossing sur la Switch. Faut aller ramasser les clochettes et tout. Je suis sûr que ça va parler à plein de gens qui ont peut-être joué. Et les personnages, ils ont une identité qui est attachée. Donc demain, si tu pouvais poursuivre l'attachement qu'il y a sur des réseaux, alors sur Animal Crossing, les petits bonhommes grenouilles, lapins, je sais pas l'intérêt forcément que ça aurait pour une marque, mais les personnages virtuels ont tout le potentiel, quand on est habitué un peu à cette culture numérique, de nous influencer, et c'est pour ça que ça marche avec des millions d'abonnés. Déjà aujourd'hui. Je crois que le jeu vidéo a augmenté le temps de rencontre, je vais reprendre ton terme, mais en réalité, je pense que ceux qui ont connu la première trilogie Star Wars, par exemple, ont dû avoir un principe ont eu un pas de côté avec la réalité qui était dingue. On pourrait dire la même chose du théâtre depuis bien plus longtemps. Le jeu vidéo a juste créé que cette rencontre, voir un petit peu cette mise en abîme de soi-même dans un personnage pendant des centaines d'heures potentiellement. Donc ça étire forcément un petit peu cette réalité, mais elle est là sans doute depuis un petit moment. Donc une partie, est-ce qu'on a des exemples français quand même d'influenceurs virtuels, ou est-ce qu'il est un peu tôt et pour l'instant c'est réservé au Brésil, au Japon, aux États-Unis? Sur les influenceurs français sur lesquels il y a une actualité de communication,
vraiment avec des agences derrière, des activations. On a Harvey le renard, qui a été très présent sur TikTok, et qui, lui, sa stratégie, elle était intéressante. C'est que, en fait, son contenu, il la faisait sur des systèmes type Omegle. Donc, c'est les sites de caméra où tu es mise face à quelqu'un au hasard. Ok. Et en fait, lui, en personnage virtuel, tu lances ce site-là pour parler avec des gens partout dans le monde au hasard. Et là, tu tombes avec un renard bleu qui parle français. Et en fait, les gens disent, mais t'es dans un fond vert? Et lui dit, bah non. Et il se déplace dans son appartement. Et là, c'est bluffant. Parce qu'en fait, t'as un renard bleu de 1m90 qui se balade dans son appartement et qui peut prendre des objets parce qu'en fait, il y a une technicité qui est assez poussée derrière. J'imagine qu'il y a quand même plusieurs... Il doit y avoir des petits challenges là-dessus. Ça se fait pas du tout en une semaine. Mais en fait, lui, il a réussi à ensuite signer chez Webedia, si je me trompe pas. Et donc, en fait, il se retrouve avec il y a une agence... acteurs. Voilà, c'est ça. C'est peut-être le dernier point d'ailleurs sur le fait que ça arrive maintenant. Il y a une économie... qui s'est structuré déjà autour de l'influence avec de vrais gens, qui fait qu'il y a une place au-delà de la curiosité technologique, il y a une place aussi pour que ces influenceurs deviennent des influenceurs comme les autres au final, ou en tout cas avec les agences et les partenariats avec les marques qui existent autour. Là, je suis à peu près sûr que quand on parle de ça, il doit y avoir des réticences. En fait, moi, ce que je souhaite, c'est que ça ne devienne jamais des influenceurs comme les autres, mais que ça devienne juste, parce que c'est ce que c'est leur essence, des influenceurs pour raconter des histoires uniques. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs un peu cette distinction où il y a quand même un peu un jugement de valeur entre il y a les influenceurs et les créateurs de contenu. Ouais. Bon, ce qui la passerelle, le truc est fine, hein, la passerelle est fine, on le sait bien, mais voilà, il y a ceux à Dubaï d'un côté et il y a ceux en effet qui racontent des histoires de l'autre. Les choses sont rarement aussi binaires que ça, mais je comprends. J'imagine que tu souhaites pour les influenceurs virtuels d'aller plutôt dans la deuxième catégorie que dans la première. Ouais, en tout cas, parce que la valeur ajoutée qu'ils vont apporter, et qu'ils apportent déjà, c'est cette capacité à permettre aux marques de raconter des histoires uniques qu'ils pouvaient pas raconter avant. Si on prend le point de vue d'un extraterrestre sur notre société, une marque peut raconter des choses uniques parce que on n'a pas sous le coude des extraterrestres pour parler de notre système de consommation, de nos approches, de nos traditions, de notre culture. Donc là, ça devient passionnant. C'est ce que fait un peu Lil Miquela, d'ailleurs, d'une certaine manière, ce pas de côté. Enfin, en tout cas, le fait qu'elle se considère pas tout à fait humaine, je crois. Bah, elle est sur si vous allez sur son compte Instagram, donc c'est Lil Miquela, vous allez trouver direct. Quand on a le 1 million d'abonnés, on retrouve très vite quand on écrit. Elle se revendique comme un robot qui habite à Los Angeles. Donc dans le storytelling du personnage, elle ne se revendique pas influenceuse virtuelle faite par une agence. Elle se dit clairement existante. Les messages de haine, ça lui fait mal. Les messages d'amour, ça lui fait plaisir. Et c'est un robot. Donc ce robot-là, il a une vision de notre société qui est complètement unique. Et alors oui, il y a une équipe éditoriale derrière, mais c'est pour ça que le travail de gestion, comment est-ce qu'on crée l'illusion du réel, mais en même temps on le fait de manière très juste, ça demande des compétences quand même assez solides. C'est ce juste équilibre entre être quand même ancré un peu dans la réalité et en même temps réussir ce pas de côté. Souvent, enfin vraiment aussi souvent ce qu'on a demandé à la science-fiction, c'est-à-dire le fait d'amener une surcouche un peu imaginaire et en effet purement fictive, avec quand même un lien avec notre société qui est quand même souvent assez évident dès qu'on s'y intéresse un peu. Il y a ce juste équilibre. Ce serait le premier intérêt pour les marques et même dans l'absolu pour l'influenceur virtuel, c'est ça. Pour toi, c'est de raconter autre chose. En fait, c'est d'être capable, oui, de raconter autre chose et puis d'être utile. Après, ça dépend de la vision qu'on a à chacun du marché, de notre travail. Mais c'est quelle est la valeur ajoutée que tu apportes. Et là, la valeur ajoutée, c'est qu'on peut raconter des choses uniques et s'interroger sur des choses sur lesquelles on s'est peut-être jamais interrogé. Donc, c'est vraiment intéressant. Maintenant, il y a tous les risques. Il y a plein de problématiques qui peuvent rentrer en jeu sur les jeunes, sur le fait de ne pas dire clairement qu'on est faux et que des gens croient. Ouais, cet écart entre réalité et monde virtuel, forcément, va forcément encore s'estomper un petit peu. De l'autre côté, je vois aussi quand même l'aspect positif on sait bien que la vie d'influenceur, d'ailleurs certains heureusement finissent par le dire, quand même un peu éreintante sur, prenons Twitch par exemple, où on demande un nombre d'heures de création de contenu par jour qui est juste délirant et qui est déjà quasi inhumain. Le fait de pouvoir imaginer qu'il y ait toute une équipe qui puisse faire tourner
un produit d'influence quasiment H24, puisque du coup, il n'y a plus cette limite-là, sans forcément l'exploitation humaine qu'il y a, qu'il y a derrière. Je me dis, ça a aussi des vertus positives, quand même, ce rapport virtuel. Carrément. Heureusement, il y a ça. Je pensais à un truc qui me passe par la tête. Il y a un sujet, alors que je traite plutôt quand je parle d'intelligence artificielle. Je me pose la question de à partir de quand on a commencé à croire les images qu'on voit. Et tu vas voir où je veux en venir. C'est qu'en fait, dans les années 70-80, on commence à avoir la photo grand public et la vidéo et la captation son. Ensuite, là, jusqu'à 2023, on a les IA, les éléments en 3D qui nous permettent de douter de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Tu sais, le pape en doudoune Balenciaga et tout ça. Il y a une vraie question de se dire, et ça c'est plutôt un truc ouvert que je fais, c'est est-ce qu'en fait, au final, on n'a pas vécu l'âge d'or de l'information par l'image, la vidéo et le son sur toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, dans la mythologie, on croyait des choses. Il y a des empereurs, on pensait qu'ils étaient tout puissants alors qu'ils étaient petits. Enfin, tu vois, en fait, des gens où on pense parce qu'on a une imagerie d'eux, et c'était des vitraux, c'était des peintures. Et puis, dans les années 70, on a la photo, la vidéo, et donc là, on commence à voir les gens un peu tels qu'ils sont. Et peut-être que 2023, 24, 25, c'est un peu l'époque où il y a cette évolution-là. En tout cas, moi, c'est mon hypothèse. Ah ouais, si ça se tient, le piège se referme un peu parce que nous, on était dans l'époque où on avait accès à plein d'informations, mais c'était quand même le moment où on avait des vidéos, on pouvait avoir des preuves à peu près tangibles et partageables. Aujourd'hui, tout va être matière un peu au doute. La grosse question, c'est de se dire qu'est-ce que ça vaut les années 70 à 2025, on va dire, sur l'histoire de l'humanité. Et donc en fait, moi j'adore, c'est parce que c'est un peu épique, j'avoue. Je trouve ça trop cool de se dire, c'était peut-être un âge d'or qu'on a vécu, mais qui est unique dans l'humanité, tu vois, sur la transmission de l'information et donc la communication. Sans doute que là, va falloir qu'on trouve d'autres moyens de rendre réel. De rendre réel au-delà de ça. Ou accepter, parce que c'est le cas aussi déjà pour certains, de vivre en partie dans du virtuel et en partie dans du réel. C'est ça. Avec en effet le risque d'avoir du mal à déceler les deux. Mais au final, le vrai risque d'un influenceur classique ou d'une communication, on va dire, non virtuelle, si je veux dire, c'est que l'utilisateur, il sache pas. Tu vois, une photo de quelqu'un en maillot de bain photoshopé, si tu sais pas exactement que c'est photoshopé, tu crois que c'est réel alors que ça ne l'est pas. Au moins, un personnage virtuel, si c'est assumé, défini et que le personnage est extraterrestre, a une tête bleue et le dit sur son compte Insta, au final... Tu vois, il y a moins l'effet de comparaison. Là, je me dis, voilà, c'est un personnage virtuel. Et ça, on va peut-être radicaliser ces points. Ah si, il est dur ce sujet. Mais en effet, Lily qui est là, pour prendre une, en effet, elle est quand même plutôt au top. C'est une vraie star. En plus, elle chante super bien. Elle est toujours bien habillée. Elle a une super forme, tout ça. Mais quelque part, comme elle est pas réelle, c'est entre guillemets plutôt facile pour elle, quoi. Il y a moins l'effet de comparaison qu'avec une vraie personne. Écoute, ce qui est intéressant avec ce sujet, c'est qu'il réouvre plein de sujets qu'il y avait déjà sur l'influence, mais il y a beaucoup de critiques d'ailleurs qu'on a évoquées là, qu'on peut faire déjà sur le monde de l'influence, le vrai de vrai. Et il y en a plein de nouveaux. Des marques qui se sont lancées, il y en a certaines, pas beaucoup encore aujourd'hui en France. Si certaines devaient se lancer, ce serait quoi les conseils pour toi justement, pour pas tomber dans les écueils du monde de l'influence virtuelle? Alors, déjà l'influence virtuelle, on peut, comme tout projet, détecter les besoins qu'on va avoir et surtout sur quelle temporalité. C'est-à-dire que on peut créer un influenceur virtuel à court terme qui va être un peu trash ou choc ou avec beaucoup d'intensité sur un temps court. C'est ce qu'a fait Riot Games, par exemple, les créateurs de League of Legends, en créant un compte Instagram pour un de leurs personnages à la sortie, ce qui permet de très vite à un public qui connaît ce genre de pratique d'être super enthousiaste. Et puis voilà, pendant 2 mois, on envoie plein de contenu et tout le monde est super content parce que c'est innovant. C'est ça, c'est une OP de com. Voilà. Il y en a, mais on peut le faire. Ça a plutôt bien marché en plus. On peut le faire et puis il y a plein d'actions qui peuvent être super intéressantes sur ces thématiques-là, sur du court terme, pour faire des personnages complètement fous, complètement incroyables, mais qui tiennent pas sur le long terme. Et puis après, il y a des marques qui vont pouvoir se positionner sur le long terme et là, en fait, ça engage des ressources créatives, techniques. Faut avoir les reins solides pour tenir. Nous, en interne, là, chez The Next Playground, on s'est posé la question, est-ce qu'on en crée en interne vu qu'on est capable de le faire? Mais en fait, là, tout de suite, on n'a pas les ressources et ça ne permet pas d'atteindre les objectifs dont on a besoin.
Alors, en termes de ressources, justement, ça demande quoi? J'imagine qu'il y a une partie technique pour continuer à créer de la photo, de la vidéo. Ça demande quoi d'autre aujourd'hui comme ressources au-delà du temps? Donc, il va y avoir la dimension conception, donc intellectuelle au début, pour bien comprendre l'histoire de la marque et puis arriver à la projeter dans un personnage qui soit pertinent. Bon, après, moi, je suis designer de formation, donc automatiquement, passer beaucoup de temps avec sa cible pour vérifier quelles sont les caractéristiques du personnage qu'on va concevoir, sur lesquelles ça fait écho aux personnes qu'on veut toucher, ou si on veut faire l'acquisition d'un nouveau public. En fait, c'est un vrai sujet ultra complexe. T'es en train de créer un personnage de nulle part, donc faut voir ta cible. Après, c'est être capable d'organiser. Alors, ça dépend du type d'influenceur que tu crées, mais les plus classiques, c'est organiser des shootings photos super régulièrement. Donc, avoir des équipes shooting photo, retouche 3D, enfin, retouche photo, retouche 3D, faire de la 3D. Parce que tu pars de photos réelles pour ensuite mettre une surcouche 3D. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que on a un profil, on va imaginer que notre personnage, c'est un homme d'1m80, par exemple. On va pouvoir prendre des photos avec un modèle qui correspond à ce type-là. Donc, le top, ça va dépendre, mais c'est d'essayer de s'arranger pour que sa morphologie corresponde avec notre personnage. Et ensuite, on va fabriquer notre personnage en 3D, petit Photoshop, et en fait, on garde les vêtements de l'acteur, mais la peau, les expressions du visage sont générées par... j'ai tellement l'habitude de parler d'intelligence artificielle, j'allais dire sont générées par intelligence artificielle, pas du tout. Sont générées par 3D, enfin, sont faits en 3D ou sont rajoutés. En fait, Lil Miquela, s'il y en a qui se posent la question quand ils vont aller regarder, en fait, c'est des vrais vêtements. Il y a des vraies personnes qui se font shooter derrière. Donc, il y a une vraie partie photo. C'est complètement faisable avec un iPhone. En vrai, on pourrait créer un influenceur virtuel où les photos, c'est des photos super spontanées, en fait. Tout est possible. Donc, il te faut un matos photo pour prendre de la photo et avoir des gens à prendre en photo. Ok. Donc, en effet, avant qu'il y en aura peut-être pas tout de suite chez The Next Playground. Ouais. Mais c'est quelque chose qui doit bien vous occuper, j'imagine. Est-ce qu'il y a un influenceur, de tes mains ou d'autres que t'aimerais voir naître? Alors, il y a un vrai sujet, c'est les personnages de fiction qui sont déjà stars. Bob l'éponge, Captain America, Miraculous, des personnages de dessins animés. Je suis très curieux de voir ce qu'il est possible de faire avec intelligence sur des personnages qui existent déjà. Parce qu'on le voit en plus, déjà, si tu as sur des commentaires YouTube ou sur des choses comme ça, des personnes qui prennent le compte Lord Voldemort et qui répondent comme s'ils étaient Lord Voldemort. Alors, ils le font juste parce que ça les fait marrer, mais il y a une envie déjà d'aller vers ça. Il y a Deadpool qui s'est un peu positionné là-dessus. Mais on est toujours dans ces personnages qui sont rigolos, qui brisent le 4e mur comme par hasard. Le seul super-héros qui le fait, c'est quelqu'un qui s'adresse à la caméra dans certains films ou qui interagit. Donc en fait, on sait qu'on est dans un délire. Mais alors, je dis pas forcément que je suis enthousiaste à cette idée-là, mais je me dis, tiens, je suis curieux de savoir, par exemple, un personnage comme Loki dans l'univers Marvel, qui est un personnage très malicieux. Est-ce que tu arrives à créer un compte Instagram de Loki et comment t'engages la discussion en message privé avec lui? Comment les marques vont s'en emparer? Ça, je suis très curieux de voir. En espérant que ça soit bien fait et que si c'est mal fait, ça soit un flop et qu'on arrête. C'est peut-être des personnes qui seront interprètes officielles de tel personnage virtuel. Ouais, tu maîtrises parfaitement la direction du personnage et donc tu peux parler à sa place. Donc ça, c'est assez fou. Et puis sinon, trouver de l'utilité. Moi, je crois que un influenceur virtuel qui nous regarderait, nous, êtres humains, avec un regard extérieur, ça va faire un peu peace and love, mais qui nous regarderait, nous, êtres humains, et qui soulignerait les qualités et comment améliorer les défauts, avec un regard un peu innocent, un peu candide. Je trouve ça... Alors, faut trouver la bonne manière, mais je trouverais ça cool. Ouais. Alors souvent comme ça dans de la fiction que les intelligences artificielles ou les robots sont posés, souvent avec ce regard un peu justement extérieur. Bah oui, carrément. Donc si ça peut avoir une utilité, sur ces sujets, je me pose plein de questions. Là par exemple, il y a tu sais, dans les
Je vais passer du coq à l'âne, non, désolé. Il y avait une problématique avec les cours de maths dans beaucoup de pays. Et il y a des youtubeurs avec des super méthodologies qui ont fait des cours de maths. Et les étudiants, ils progressent de fou au collège. La question que je me pose, c'est s'il y a une inégalité sur le territoire mondial de la formation, par exemple sur les questions des mathématiques, créer un influenceur virtuel qui est un prof de maths, qui fait des contenus et qui répond à tes questions, que ce soit par des profs de maths ou par de l'IA ou ce que tu veux, faire qu'il y ait des enfants qui n'osent pas poser la question à la maison ou qui peuvent pas et qui osent pas poser la question à leur vrai prof, ou alors ils ont pas de prof, et qu'ils aient une figure technologique qui leur permette d'apprendre les maths et de comprendre leur environnement. Je dis pas que je veux un monde tout comme ça avec que des profs transformés en robots, mais je sais pas, les choses s'opposent pas, quoi. C'est ça. Ça me paraît être un monde acceptable où on apprend la littérature ou le théâtre ou les maths parce qu'on n'y a pas accès grâce à un outil qui coûte moins cher, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que un personnage comme ça, même si on a une dizaine de personnes derrière la prod, elle ne mange pas, elle boit pas, elle dort pas, peut s'adresser à des milliers de personnes et tenir des milliers de discussions en même temps. Donc tu peux créer une histoire unique et à des milliers, à des dizaines, à des centaines de milliers de personnes, et entretenir une conversation par message avec tout le monde, répondre à tout le monde. Et je crois qu'il y a un vrai quelque chose à apporter de la valeur ajoutée, notamment sur de l'éducation. Ça, c'est un truc. Pose la question, ouais. Ça marche, ce sera ton influenceur virtuel à rêver. C'est donc le professeur que tu n'as jamais eu. Il y a un truc profond, je suis sûr. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Simon. Écoute, on y voit plus clair sur l'influence virtuelle, et puis au plaisir de suivre ce sujet-là de très près. Si on veut suivre un peu ton actualité et celle de The Next Playground, dis-moi, où va-t-on ? Le top, c'est LinkedIn. The Next Playground, le site thenextplayground.com. Je sais pas, il y aura peut-être d'indiquer mon nom, mon prénom. Moi, c'est Simon. Ce sera bien sûr. Ouais, c'est indiqué quelque part. Donc c'est assez récent là, et on s'est rencontrés sur les sujets du métaverse, en se rendant compte qu'on avait un background profil de gamer à la base, qui avait exploré d'un côté Adrien plutôt les agences et moi plutôt l'entrepreneuriat orienté pop culture. Et ensuite, avec tous nos potes qui, au bon timing, eux aussi étaient dispo à ce moment-là, on a monté ça. Et là, on se rend compte que c'est des sujets qui demandent d'y aller à fond. Tu vois, là, sur l'influence virtuelle, si on regarde vite fait 2-3 photos et qu'on relâche son tel et qu'on fait pas de recherche, on peut se dire c'est quoi ce truc bizarre encore qui nous est arrivé du Japon. Là, nous, on bosse là-dessus pour vraiment comprendre les enjeux. Donc, il y a des thématiques qui vont arriver, qu'on va découvrir. En fait, on est impatient parce que on se donne le temps de pouvoir se questionner dessus. Ok, très bien. Et écoute, direction The Next Playground pour te suivre. Merci beaucoup, Simon. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cet échange. Vous pouvez nous entendre parler d'IA, de métaverse et surtout de communication dans nos autres interventions UV. Tout ça est directement sur notre site, thelinks.fr. À bientôt.